Bon, déjà, merci Mathilde de ce débat. Ça me rend un peu jaloux parce qu'il y a longtemps que je trouve que ce thème devait être débattu. Il a déjà été ailleurs. Mais à l'Assemblée, puis en plus, ça me permet de rencontrer Marlène Banquet et Queen Slovenian. Je n'ai pas encore lu votre livre que Mathilde m'a offert, mais j'ai lu vos interviews. Alors, je note ça qui me semble très intéressant. Je note que le capitalisme de l'apocalypse, le seul reproche que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a un côté peut-être un peu pléonasme dans le titre. Mais c'était une joke. Bien. Moi, je crois que c'est un peu pour suivre la fin de l'intervention de Marlène Banquet sur est-ce que finalement la France pourrait être exonérée de ce processus. Jaurès disait que le capitalisme porte la guerre. C'était au moment de la première mondialisation capitaliste. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été prémonitoire avec 2 guerres mondiales derrière. Moi, je crois qu'aujourd'hui, au moment de la deuxième mondialisation capitaliste, qui est autrement plus violente et globale, on peut dire que le capitalisme porte en lui l'autoritarisme. Voilà. Et qu'à partir de là, vu les conditions matérielles et le fait qu'on n'a pas affaire à un autre capitalisme que celui qui se développe dans les pays où l'autoritarisme sévit, il n'y a pas de raison qu'en France, on n'assiste pas à la même chose. Alors, on a certainement résisté plus longtemps, peut-être sûrement en lien avec notre révolution, notre république, notre devise. Mais pour quiconque hier était à l'Assemblée nationale, au moment où François Bayrou a revendiqué le terme de subversion et a vu se lever une espèce de marée bleue, j'arrive même à dire presque de chemise noire, qui allait du RN au MoDem, en train d'applaudir, et bis repetita après sur des propos de Madame Yadan vis-à-vis de nous traitant d'antisémitisme en lien avec Auschwitz, qui était un révisionnisme terrible en plus, je peux dire qu'aujourd'hui, un peu comme les zombies, on est peut-être en train de rattraper notre retard. Bon. Et pourquoi je pense que c'est lié à la mondialisation capitaliste, c'est qu'un système qui produit les inégalités les plus fortes qu'on ait jamais vues dans l'humanité, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, moins de 50 personnes dans le monde possèdent l'équivalent du patrimoine de la moitié la plus pauvre de l'humanité, au moment où en France, on a rattrapé notre retard avec Macron et où 500 personnes ont vu entre 2017 et 2023 leur patrimoine passer de 20% du patrimoine national à 42% du patrimoine national, le doublement de leur richesse, cette production d'inégalité, cette production d'austérité est tellement insupportable pour les peuples que oui, il faut de l'autoritarisme pour arriver à les faire tenir, avec son corollaire qui est le racisme pour les diviser. Donc il y a, quelque part, c'est un processus qu'on voit un peu partout. Et ce en quoi il est nouveau par rapport peut-être à la manière dont l'extrême droite est née avant-guerre, c'est qu'à un moment donné, cette extrême droitisation, j'allais dire, n'a presque plus besoin des formes organisées classiques de l'extrême droite pour prendre le pouvoir, parce que c'est des néolibéraux qui se transforment de fait en dirigeants d'extrême droite. Bolsonaro, Orban, Trump, etc., ne venaient pas à l'origine de l'extrême droite. Bon, et je pense qu'on n'est pas du tout en dehors de ça avec Macron. Voilà, je le dis pour être à peu près clair. Il a une autre caractéristique, c'est le fait de s'exonérer de la souveraineté populaire et des élections. 2005, le traité constitutionnel européen qui est contourné par le traité de Lisbonne, c'est quand même ça. Ce qui s'est passé en juillet cette année, c'est-à-dire la victoire du Nouveau Populaire avec Macron qui le nie totalement, c'est quand même ça. Et puis ça a des équivalents ailleurs, etc. Donc pour moi, c'est la même chose avec en plus des moyens de propagande absolument inédits, de concentration des médias et de réseaux sociaux aux mains de quelques-uns. Et quelque part, j'allais dire que ce n'est pas étonnant que la mondialisation capitaliste étant finalement l'idée d'un absolutisme du marché, eh bien, il faille des régimes absolutistes pour l'incarner. Et ce que je crois, c'est que nous ne sommes que dans une étape. Et ça forme une question qui un petit peu est posée ici. C'est que je pense que la tendance à venir, c'est une tendance totalitaire, pas seulement autoritaire. C'est-à-dire qu'on est dans le début d'un processus où la suite de ça, c'est quelque chose qui peut définitivement s'exonérer des élections, mais qui peut surtout représenter, et la figure de Musk à ce niveau-là en est la quintessence, un pouvoir total globalitaire qui peut même mettre dans les mains d'un seul homme le pouvoir médiatique, le pouvoir politique, le pouvoir économique, et en plus multiplié par les réseaux sociaux. Donc pour moi, il y a bien une dimension totalitaire dans cette évolution.
où les citoyens finalement seraient plus rangés qu'au rang de consommateurs, d'internautes, et rappelant un peu 1984. Donc je me demande, et c'est un peu une question, si finalement c'est pas ça la suite de l'histoire. Je voudrais terminer juste sur une chose pour montrer, une autre question qui se pose. Vous parlez des États-nations, d'accord ? Ils s'exonèrent des États-nations incontestablement. Mais par contre, je ne suis pas certain qu'ils s'exonèrent complètement d'autres entités géographiques qui peuvent être de la même manière que nous, par exemple, notre République a une vocation universelle, qui peuvent aussi avoir une vocation universelle idéologique. Autrement dit, je ne suis pas sûr que cette tendance totalitaire soit contradictoire avec le renforcement de l'empire. Et je parle notamment de l'empire des États-Unis, c'est-à-dire à un moment donné, une constitution à partir d'un espace géographique, évidemment, qui peut avoir une vision, elle aussi, d'état total, globalitaire, quelque part, sur le monde. Je termine juste par une réflexion. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je leur conseille de lire 1932, Naissance du libéralisme autoritaire, par Grégoire Chamaillou. Pourquoi ? Parce qu'il nous rappelle deux choses. En 1932, il y a deux débats qui se déroulent en Allemagne. Il y a Carl Schmitt, qui va être le théoricien, le juriste, qui va fonder la théorie nazie, qui fait qui au départ, c'est un peu la même chose de l'évolution de certains. Il est conservateur, il est catholique, il est du centre-droit, et puis il va finir au parti nazi. Et Carl Schmitt fait une conférence dans laquelle il exalte quelque part l'idée d'un libéralisme autoritaire, d'un État fort, d'un État autoritaire, pour toutes sortes de raisons qui ressemblent un peu à un débat. Puis d'un autre côté, même conférence un peu plus loin, de quelqu'un qui, lui, ne va pas avoir le même devenir, lui va plutôt devenir anti-nazi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le père de l'ordolibéralisme, c'est Alexander Rustov. Et Alexander Rustov, il arrive aux mêmes conclusions à ce moment-là, en 1932, que Carl Schmitt. Il arrive sur l'idée qu'il faut, au final, un État autoritaire. Quelque part, Chamaillou dit que c'est la rencontre entre un autoritaire qui se révèle libéral et un libéral qui s'affirme autoritaire. Et on a là deux choses qui mettent en conjugaison finalement le néolibéralisme et une vision autoritaire de l'État qui va devenir, on le sait, une vision finalement totalitaire avec le nazisme. Donc je me dis que bis repetitas, que finalement l'histoire nous éclaire parfois. Et je voudrais aussi, si vous connaissez ces épisodes, nous dire votre réaction sur ces comparaisons. Thank you very much. I think I'll just respond to a couple of the things. Thank you. One of the things that my book does is it starts with Peter Thiel in 2009 saying that he no longer thinks freedom and economic freedom and capitalism are compatible. So we need to escape from politics in all kinds. And he talks about creating thousands of new polities. By the end of the book, he has decided that the easier thing than creating a new state is taking over one that already exists. And I think the best way to understand what's happened with this authoritarian libertarianism is that they have gone actually from a dream of exit to a dream of a reality of state capture. Pour répondre à une de vos questions, je rappelle que j'ouvre mon livre avec une citation de Peter Thiel qui, en 2009, dit que son idéal, vu qu'il pense que la liberté économique est absolument incompatible avec la démocratie, que le capitalisme a besoin d'être libéré, il pense que la meilleure manière de créer cette liberté économique est de créer plein d'États différents, avec plein de régimes différents. Et à la fin du livre, donc maintenant, la position actuelle de Peter Thiel est de dire qu'il faut prendre le contrôle d'un État existant pour réussir à s'accaparer de ces structures et ces institutions et les mettre au service d'un capitalisme complètement débridé. And as far as what one would describe this ideology as, I mean, it's useful to remember that Elon Musk's official job title at Tesla is Techno King. He's not the CEO, he's the Techno King. And you don't need to think of a better name than that. This vision of CEO combined with monarch
is something developed in the work of Curtis Yarvin, Hans Hermann Hoppe, and others, which combines centralization of control, indifference to popular opinion, and supposedly a long time horizon of consideration for the well-being of the territory. Well, the idea of the monarch is they give it to their children who give it to their children, so there's this. Et puis après, pour continuer, je vous rappelle quand même que le titre officiel de Elon Musk à Tesla est Techno King, Techno Roi. Donc il ne faut pas chercher très très loin de voir à quel point cette idée de monarchie est liée à la vision du monde de ces PDG-là. Et il y a un grand courant de pensée dont fait partie Elon Musk qui marie la centralisation du contrôle, une indifférence totale à l'opinion publique et une vision au long terme d'un territoire, un monarque qui passera son pays à son fils, à son arrière-petit-fils, donc qui préserve son État pour un avenir qu'il aura défini lui-même. Then maybe one more thing to this question of whether there's a universalizing goal for the people who dream of a world of zones. You mentioned empire, and I think that's the right touchstone, but empires ruled through difference, not through uniformity. The 19th century was filled with a whole variety of state forms, crown colonies, treaty ports, concessions, and these were functional for capitalism in the 19th century to offer different services based on what kind of a unit you were. So in that sense, yes, I think it is like actual empire, not in the sense that it wants one rule for the world, but it wants a multiplicity and a kind of a galaxy of diverse rule for different parts of the world. Et pour répondre à votre question sur le côté universalisant de cette idée de zone, de ce capitalisme et ce totalitarisme par zone, vous avez raison, le mot empire est assez juste, à condition de se rappeler des empires du XIXe siècle qui régnaient par la différence, par une variété de régimes, de concessions, de traités, etc. Donc on n'est pas nécessairement ou pas du tout dans une vision du monde où il y aura un régime pour le globe entier, mais plutôt un empire qui gère par toute une panoplie d'options de règne.